Alors, fun fact sur Renata. Renata, c'est une des personnes les plus influentes de tout Zone et même de Piltover, parce qu'elle est devenue très très riche en vendant ses masques et d'autres inventions. Et de ce fait, elle est reliée à énormément d'autres champions dans le lore. Apparemment, Camille ferait partie des nobles qui sont responsables de la mort des parents de Renata. Renata investit aussi dans les recherches de Victor. Elle est également la propriétaire d'une usine où les parents d'Oeko ont été forcés de travailler. Elle fournit aussi aux fabricants d'armes qui fabriquent les armes de Samira. Et elle est également reliée à Zeri, parce que Zeri, c'est quelqu'un qui est une espèce d'épine dans le pied de Renata, parce que elle essaye d'aider toutes les personnes que Renata maltraite et force à travailler et tout ça. Et petite info supplémentaire, dans tous les appareils vendus par Renata, il y a une petite capsule de neurotoxine qui est l'équivalent de l'ulti de Renata qu'elle peut faire exploser à n'importe quel moment et provoquer la panique à travers tout Zone et tout Piltover. En gros, elle a un bouton, elle appuie dessus, ça dégage un gaz toxique qui rend les gens fous et qui commence à se taper dessus. Et vu qu'il y a littéralement, il y a quasiment tout le monde qui a un appareil qui appartient à Renata chez eux, elle contrôle en fait, de ce fait, Zone et Piltover. Coucou tout le monde, j'interromps cette petite compilation pour parler très rapidement de mon partenaire et sponsor Holy qui ont lâché une nouvelle gamme de boissons. Jusqu'à présent, ils avaient Holy Energy et Holy Iced Tea et leur nouveau produit s'appelle Holy Hydration. C'est une gamme de boissons isotoniques, donc vraiment fait pour s'hydrater, par exemple quand vous faites du sport, un petit peu comme Gatorade, Powerade. Il y a plein d'électrolytes dedans et franchement, c'est super bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Ils m'ont envoyé une petite boîte pour goûter, il y avait goût pêche blanche, pamplemousse et fraise kiwi. Et la fraise kiwi, je kiffe. Bref, je voulais juste vous en parler parce que vous connaissez peut-être pas cette gamme-là. C'est l'occasion d'en profiter. Toujours avec des bons de réduction, donc 5 € sur votre première commande ou 10% sur vos commandes avec les codes Bubule5 et code Bubule. Donc n'hésitez pas. Et on retourne à la compilation. Enjoy! Fun fact sur le Placidium de Navori. Donc le truc que quand on regarde la map à Ionia, c'est ce gros machin là. Il y a différents monuments selon les régions où on est. Donc genre en Noxus on a le bastion immortel, ici on a la grande cité de Demacia, là on a la citadelle de Lysandra, etc., etc. Chaque région a un petit peu son propre monument plus emblématique. Et à Ionia, c'est le Placidium de Navori. Et en fait, c'est un endroit où énormément d'érudits vont pour étudier, pour apprendre la spiritualité, les liens avec le royaume spirituel, etc. Et c'est de ce fait, c'est un endroit extrêmement important pour la culture ionienne. Et c'est pour ça que Noxus, pendant leur invasion d'Ionia, ils ont décidé de target cet endroit, parce que s'ils le font tomber, ça met un gros coup au moral des Ioniens, et tout ça. C'est à cet endroit-là, donc, du coup, que Irelia a rassemblé ses troupes et qu'elle a affronté Swain. Et c'est là que Swain s'est fait couper le bras, justement, par Irelia. Ils ont réussi à repousser les Noxiens et c'est à partir de là qu'ils ont réussi à vraiment montrer que Ionia savait se défendre et repousser de manière générale l'armée noxienne jusqu'à ce qu'ils rentrent à Noxus. Il y a encore une petite partie d'Ionia qui est sous gouvernance noxienne. Donc là on voit tac 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 et il y a cette île là. Mais globalement tout le reste, toute l'invasion a été repoussée. Et dans une des dernières histoires à propos de Riven, il y a des bateaux qui sont en train de s'attrouper à Faelor, donc sur cette île là, pour lancer la deuxième vague d'invasion. Fun fact sur Hiverne, il y a une théorie selon laquelle Marguerite, donc son golem de pierre, ce serait la même Marguerite que la demi-sœur de Annie, celle qui est morte noyée. Il n'y a rien de confirmé, ça reste une théorie, mais Marguerite, le golem, c'était un golem de pierre qui était en train de mourir et que Hiverne a sauvé en lui donnant un nouveau cœur, en gros, à partir d'un caillou qu'il a trouvé dans la rivière pour remplacer son cœur et le faire revivre. Et Marguerite, la fille, demi-sœur de Annie, elle est morte noyée dans une rivière. Donc déjà, il y a un premier parallèle. Ce n'est qu'après que Hiverne ait donné ce nouveau cœur à ce golem de pierre que ses fleurs ont commencé à pousser sur son dos, les marguerites. Donc l'idée serait que Hiverne étant extrêmement relié au monde spirituel, cette pierre qui a servi de cœur contiendrait un petit peu l'âme de Marguerite qui était morte noyée, et au moment où
elle a commencé à faire partie du golem de pierre, c'est à ce moment-là qu'il y a les fleurs qui ont poussé. C'est à peu près ça l'hypothèse, mais alors il n'y a rien qui a été confirmé par Riot, ni quoi que ce soit. Perso, je trouve ça assez mignon et assez sympa de s'imaginer que Marguerite a permis de faire revivre Marguerite. Donc à chacun de bien vouloir croire ou pas à cette hypothèse. Alors fun fact sur Veigar, pendant le règne de Mordekaiser, il s'est fait torturer pour que Mordekaiser puisse apprendre à utiliser la magie des Yordle. Il a forcé aussi à utiliser sa magie pour étendre son règne, mais après la défaite de Mordekaiser, Veigar est devenu libre. Mais à ce moment-là, il était déjà devenu fou et il avait été transformé en un être méchant et il ne connaissait plus que la méchanceté et lui-même il a voulu un petit peu prendre le relais de Mordekaiser. Pas forcément réussi parce que c'est un Yordle, tout ce qui concerne les Yordle c'est un petit peu cartoonesque, mais dans les cartes de Legends of Runeterra, on voit qu'il a un château où il mène des expériences sur la magie noire. Et il a plein de petits followers qui l'aident à construire des armes et même des mechas. La carte de Veigar et où il a un énorme mecha comme ça, qui électrocute des minions, etc. Il a des apprentis qui l'aide à essayer de découvrir le plus possible sur la magie noire. Il ressemble à des Yordle également. Ouais, on dirait des Yordle. Et vraisemblablement, ce château serait... Il est ici. Il y a une histoire dans laquelle Veigar se trouve ici et où il fout bordel. Donc potentiellement, son château se trouverait par ici. S'il est toujours au même endroit que dans l'histoire canon. On ne sait pas si tout ça, ça se passe. D'ailleurs, ça, on dirait le Morello. Mais apparemment, c'est un bouquin qui s'appelle « Comment devenir un super vilain ». Super villain, donc un super méchant en fait. Donc Veigar il aurait écrit le livre sur comment devenir un grand méchant. Et ça je trouve ça drôle. Alors fun fact sur Lilia, et ça celle-ci c'est une théorie. Lilia c'était littéralement le rêve d'un arbre. Et ça a bourgeonné, et ce bourgeon a pris vie, et c'est devenu Lilia. Et la théorie c'est que cet arbre rêvait des anciens protecteurs du dieu Saul. Donc le dieu Saul, c'est l'arbre que Iverne a coupé. Iverne le Terrible, du temps où c'était un effroyable guerrier qui venait du Freljord pour conquérir Ionia. Et quand il l'a coupé, il est devenu lui-même le dieu Saul, tout ça, tout ça. Bon, la théorie, c'est que l'arbre des rêves a rêvé des anciens protecteurs du dieu Saul, qui étaient les Vastaya Shirei, les aïeux des Vastaya d'aujourd'hui, qui sont devenus des espèces d'êtres divins. Et donc ce serait la raison pour laquelle Lilia, elle a un peu une forme mi-humaine, mi-animale, parce qu'elle aurait une forme de Vastaya Shirei. Les Vastaya Shirei, ils étaient capables de changer de forme entièrement. Ils pouvaient avoir une forme humaine, ils pouvaient avoir une forme animale, ils pouvaient avoir une forme entre les deux. C'est pour ça que les Vastaya, maintenant, ils ont une forme mi-humaine, mi-animale. C'est un petit peu compliqué, mais j'espère que vous avez compris. Fun fact sur Milio, avec la sortie de sa biographie, Milio il n'a pas eu de color story, c'est un petit peu ce que je parlais dans une de mes récentes vidéos sur YouTube. Riot a utilisé un concept un petit peu différent où il a envoyé des lettres à sa famille pendant qu'il traversait la jungle d'Ishtal. Et dans ces lettres, il raconte les différentes personnes qu'il a croisées en allant jusqu'à Ishaokan, la capitale de Ishtal. Et en chemin, il a rencontré Nidalee, Zyra, Malphite et Neeko. Malphite, pour le coup, on le voit sur un de ses dessins, on voit qu'il y a une montagne avec un visage. Et aux dernières nouvelles, en fait, Malphite, il était à Zone, où il bouchait un trou vers le néant avec son cul. Et après, dans Legends of Runeterra, il était à Targon. Donc maintenant, d'après le lore de Milio, il se retrouverait à Ishtal. Donc Malphite, il se balade quand même beaucoup, malgré le fait que c'est quand même une montagne. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon, peut-être qu'il utilise un moyen de déplacement magique, je sais pas. Il a peut-être pu passer à travers un tunnel du néant, j'en sais rien. Concernant Zyra, il l'a pas vu genre directement, il a entreaperçu à distance. Zyra, c'est une entité méchante qui aurait certainement tué Milio si elle avait eu l'occasion de le voir directement. Par contre, Nidalee et Neeko, il a passé du temps avec eux. Il a passé du temps avec les Paka et les Pakiti à faire un petit peu partie de leur tribu et à apprendre des choses à propos d'elle. Et à découvrir aussi que les histoires qu'on raconte à propos de Nidalee sont fausses. Parce que les jeunes enfants d'Ishtal, on leur raconte que Nidalee c'est la reine des Kashdagi. Elle vient enlever les enfants passage pour les dévorer dans la nuit. Et en fait, il a rencontré Nidalee et il s'est rendu compte qu'en fait, elle était très sympa. Voilà!
Fun fact sur Nautilus, il y a 2 histoires secondaires à côté de sa biographie sur ce champion. Il y en a une dont j'ai déjà parlé, mais c'est pas du tout le personnage principal dans celui-là, c'est Miss Fortune, et en fait il vient fracasser le navire sur lequel Miss Fortune se trouve parce que le capitaine en question n'avait pas donné son tribut à la mer, tout ça. Mais il y en a une autre, qui s'appelle The Ophidian en anglais, et en fait c'est une narration. Il y a aussi une version vidéo où il y a quelqu'un qui raconte en gros une histoire de quand il a rencontré Nautilus. Donc c'est une personne qui a apparemment survécu à une attaque de Nautilus. Son capitaine, encore une fois, n'avait pas payé le tribut à la mer. Et en gros, c'est une histoire du point de vue de cette personne qui est en train de nous raconter ça dans une taverne à Bilgewater. Et vas-y, viens, je te raconte une histoire, mon petit matelot, viens là. Je vais te dire, tu connais le titan des profondeurs? Et il parle, il explique qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là. Évidemment, il y a en général personne qui le croit. Grosso modo, il a survécu à une attaque de Nautilus et il ne sait pas pourquoi Nautilus l'a laissé en vie alors qu'il a attrapé son capitaine et il l'a embarqué loin dans les profondeurs pour le punir de ne pas avoir respecté la mer. Et il nous donne un conseil, il nous dit « Écoute-moi bien petit, garde toujours une pièce dans ta poche au cas où tu pars en mer parce que ça pourra peut-être bien te sauver la vie. » Alors fun fact sur Vel'Koz, c'est un des rares néantins qui n'a pas envie de tout détruire. Généralement, les néantins et tout ce qui vient du néant, leur but, c'est d'exterminer tout ce qui existe. Tous les petits voidlings, tout ça qui se promènent, leur seul but, c'est d'absorber de la matière biologique, mais pas Vel'Koz. Vel'Koz, il est beaucoup plus réfléchi. C'est le néantin le plus intelligent, soit un des plus anciens, un des premiers néantins qui soit arrivé, si ce n'est le premier néantin qui soit arrivé dans Runeterra. Et en fait, lui, son but, c'est en apprendre le plus possible sur Runeterra pour pouvoir permettre aux veilleurs de venir. Et si ça veut dire qu'il doit épargner des gens, voire même tuer d'autres néantins, il va faire ça. Il n'est pas bloqué par cette envie et ce besoin d'absorber et détruire ce qui existe. Il est beaucoup plus réfléchi et il sait penser à l'avance. Quand il réalise par exemple que d'autres néantins l'empêchent d'acquérir du savoir qui serait important pour lui, il va tuer ces néantins. Il a une beaucoup plus grande conscience que la moyenne, quoi. Non, en plus de ça, vu qu'il est là depuis tellement longtemps et qu'il absorbe tout le savoir des personnes qu'il croise, ça fait de lui un des êtres les plus savants de tout Runeterra. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Quand il tue quelqu'un, il lui plante ses tentacules dans la tête et absorbe toutes ses connaissances et tous ses souvenirs. C'est sensiblement, vu qu'il est là depuis des milliers et des milliers d'années, ça fait de lui une des entités les plus savantes et les plus intelligentes de Runeterra. Belveth, maintenant qu'elle a absorbé toute la ville de Belveth et on ne sait pas combien d'autres choses, peut-être qu'elle peut lui faire concurrence. Mais sinon, c'est probablement Vel'Koz. Alors, fun fact sur Mordekaiser, ou plutôt sur San Uzal, qui est son nom d'humain avant qu'il devienne Mordekaiser. San Uzal venait apparemment du Freljord. C'est un conquérant guerrier du Freljord, au même titre que Hivern le Terrible était lui aussi un guerrier du Freljord. Vous savez, Hivern le Terrible, il est parti à Ionia pour essayer de conquérir Ionia et il a coupé le dieu Saul. Donc si ça se trouve, Mordekaiser et Hivern, à l'époque où c'était des humains et non pas un énorme nécromancien en armure fabriqué par les âmes de ses victimes. Et Hivern, avant que ce soit un énorme arbre élancé relié au monde spirituel et à la racine de la magie spirituelle du monde, si ça se trouve, ils sont connus. C'est possible que ces deux personnes se soient connues parce qu'on ne sait pas à quelle époque Mordekaiser était un guerrier. Avant la première fois qu'il est mort, on ne sait pas à quand ça date. Et Hivern non plus, on ne sait pas. Donc si Riot a envie, il pourrait très bien faire en sorte que les deux, ils pouvaient même être dans la même armée, on ne sait pas. Et vous savez quoi, maintenant, dans ma tête, c'est canon. On va appeler ça le headcanon. Le headcanon, dans ma tête, Hivern et Mordekaiser, ils étaient potes avant. Après avoir complètement oblitéré leurs ennemis, ils trinquaient ensemble à la taverne du coin. Fun fact sur Kalista, elle était aux côtés de son grand-père et donc du père de Viego au moment où il est mort. Et donc il a entendu ses dernières volontés, ses dernières paroles. Les dernières paroles du père de Viego avant qu'il ne meure, c'était de demander à Kalista de lui promettre de surveiller Viego, de le guider parce qu'il savait que Viego ne serait pas un bon roi. Évidemment,
quand Viego lui a demandé qu'est-ce que c'était les dernières paroles de son père, elle ne lui a pas dit la vérité. Elle lui a dit, ton père a dit que tu serais un grand roi, que tes exploits éclipseraient même ses plus grandes batailles à lui. Parce que le père de Viego, c'était le lion de Camavor, un conquérant exemplaire du royaume, un des plus grands rois de Camavor qu'il y ait jamais eu. Et du coup, voilà, elle a totalement menti à Viego pour le rassurer, parce que Viego, il est pas très stable mentalement et psychologiquement. Et ça, c'est une fun fact du coup qui vient du livre Ruination, où j'ai littéralement ouvert une page au hasard pour trouver la fun fact dedans. Pas mon domaine d'expertise, mais le fun fact sur l'ancienne map 3v3, donc la Twisted Tree Line, en français c'est la... Comment ça s'appelle en français ? La forêt torturée, merci. Il y avait Vilmo qui est une espèce de baron Nashor qui est sur cette map, mais avant ça, il y avait une autre version de cette map où il n'y avait pas Vilmo, et je suis même pas sûr qu'elle s'appelait la forêt torturée, je crois qu'elle s'appelait quelque chose d'autre. Et en fait, il y avait une version ranked, il y avait une version en mode classé 3v3 qui existait. Au tout début du jeu, tu pouvais faire de la 3v3 en équipe, et il suffisait de faire une partie dans ton équipe, donc c'était ton équipe qui montait en elo, c'était pas ton compte qui montait en elo, c'était ton équipe, et il suffisait de rejoindre une équipe qui était déjà elo, genre gold ou platine ou quoi, faire une game, et une fois que tu avais fait la game, ton compte était considéré en gold ou en plate, et ça te permettait d'avoir les récompenses de fin de saison, gold, plate, etc. avec une seule game. Donc c'était genre le Elo Boost le plus pété du jeu. Il y avait un mode marrant, c'était quand ils avaient sorti le Hexakill. Ils ont sorti le Hexakill sur cette map, donc à la place d'être 3v3, c'était du 6v6. Autant vous dire que c'était un sacré bordel, parce que c'est une toute petite map avec 6 personnes dessus. C'était pire que la rame en fait.